Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du premier principe de la thermodynamique appliqué à un fluide en écoulement. Donc c'est moi un peu ce que j'appelle dans mon jargon la formule bazooka, parce que ce premier principe appliqué à un fluide en écoulement, c'est l'outil essentiel pour faire des bilans d'énergie dans tout ce qui est machine thermique à écoulement permanent de fluide, donc qui comprennent généralement des détendeurs, évaporateurs, condenseurs, compresseurs. Et donc c'est une formule qu'on peut utiliser dans toutes ces situations-là. Donc elle est vraiment essentielle. Alors je l'ai déjà utilisée dans une vidéo d'une correction d'un sujet de centrale TSI qui justement parlait de ça. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps dans cette vidéo de démontrer très précisément. J'avais fait une démonstration assez rapide. Alors c'est bien de savoir faire une démonstration rapide, mais c'est aussi très bien de vraiment avoir pris le temps de regarder très en détail cette démonstration parce qu'elle est pleine de petites subtilités. Et si on n'a pas pris le temps à un moment donné de s'arrêter et de regarder ça de très près, eh bien à un moment donné ça va ressortir et il y aura une incompréhension à un moment donné ou à un autre. Et si par exemple on est interrogé à l'oral, ça va un peu crever les yeux de l'examinateur qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'on raconte. Donc je vais prendre le temps dans cette vidéo de démontrer ce premier principe dit parfois industriel. Et puis dans une deuxième vidéo, on va prendre le temps également de détailler l'application de cette formule donc aux détendeurs, compresseurs, évaporateurs, enfin échangeurs de chaleur, et puis même les turbines, et même on pourra voir aussi un système à plusieurs entrées et plusieurs sorties, comme par exemple un échangeur donc entre deux fluides qui circulent et qui sont à des températures différentes et qui échangent du transfert thermique. Bref, cette formule-là, c'est une des formules essentielles au programme, en particulier des classes prépa en deuxième année, et elle est même abordée d'ailleurs par les premières années, plutôt à la fin de l'année. Donc, on va démontrer cette formule, bilan d'énergie, premier principe à un fluide en écoulement permanent. On va se restreindre à l'écoulement permanent de fluide. Donc voilà la problématique. On a un élément de machine thermique, alors c'est très général, ça peut être donc comme je l'ai dit un détendeur, un compresseur, un évaporateur, etc. Et donc on a du fluide qui rentre ici, donc ici c'est l'entrée, et ici c'est la sortie, donc avec du fluide qui sort. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que si on est en régime permanent, en régime stationnaire, le débit massique à l'entrée et à la sortie se conserve, c'est-à-dire que par unité de temps, il y a la même masse de fluide qui rentre dans l'élément qu'il y en a qui sort, et ça c'est un peu logique, parce que si jamais c'était pas vrai, c'est-à-dire s'il en rentrait plus qu'il n'en sort, il y aurait une accumulation de fluide à l'intérieur. Si au contraire il en sortait plus qu'il n'en entre, eh bien on perdrait du fluide à l'intérieur. Alors, bien sûr, donc en régime permanent, il en rentre autant qu'il en sort. C'est la conservation du débit massique, c'est quelque chose qui sera démontré plus précisément dans le cours de mécanique des fluides. Donc cette masse entrante, cette masse sortante par unité de temps, finalement on va la noter dm, c'est dm entrant, c'est aussi dm sortant. Alors le vocabulaire, très important de s'imprégner des mots-clés et du vocabulaire propre à ce type de situation. On va délimiter, je l'ai fait ici en pointillé, ce qu'on appelle une surface de contrôle associé à un système ouvert. Donc un système ouvert, c'est un système qui échange de la matière avec l'extérieur. Et le fluide contenu à l'intérieur de cette surface de contrôle, donc il définit sigma, le système ouvert, échange bien de la matière, puisqu'il y a de la matière qui entre, il y a de la matière qui sort. Bien sûr, c'est toujours la même masse qui est contenue dans ce volume de contrôle, dans cette surface fermée de contrôle qui délimite ce volume de contrôle. Mais donc c'est toujours la même masse, mais c'est quand même un système ouvert parce que ce ne sont pas les mêmes particules de fluide au cours du temps qui sont à l'intérieur. Donc sigma, le système ouvert. Alors très important, on ne peut pas appliquer le principe fondamental de la dynamique à un système ouvert. Il faut être très clair parce que parfois on lit que ce qu'on va faire là, c'est le premier principe appliqué à un système ouvert. Bien sûr, on comprend ce qu'on veut dire, mais je pense que cette appellation, elle est un peu trompeuse et on pourrait croire qu'on applique le premier principe de la thermodynamique à un système ouvert. C'est faux. On ne peut appliquer le principe de la thermodynamique à un système fermé. Et donc,
La première étape de cette démonstration, c'est définir le système. Comme dans tous les bilans, c'est un raisonnement que tu retrouveras en bilan de quantité de mouvement en particulier, il faut à tout prix définir le système avant de se lancer dans la démonstration. Si tu commences comme ça, tête baissée, sans avoir défini le système, ta démonstration ne vaut rien. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique, donc à un système fermé. Alors la tradition, c'est de le noter avec une étoile, ce n'est pas une notation universelle, mais c'est très pratique. Donc entre deux instants infiniment proches, entre t et t plus dt. Alors on va faire deux dessins, moi je t'encourage toujours à faire deux dessins. Un dessin à l'instant t, parfois on veut tout faire sur le même dessin, mais voilà, je pense que c'est un petit peu dangereux. Donc on représente la surface de contrôle qui délimite, alors ça c'est le système ouvert, et on va rajouter pour fermer le système la masse dm qui va entrer dans la surface de contrôle pendant l'intervalle de temps dt. Et on va suivre ce système au cours du temps, donc à l'instant t plus dt, le même fluide, donc la masse dm est rentrée, donc maintenant elle est à l'intérieur, mais pendant ce temps, il y a une masse équivalente, les particules qui étaient près de la sortie, donc sont sorties, et donc c'est la même masse dm, mais bien sûr ce ne sont pas les mêmes particules, hein, donc on a une masse sortante, dm sortant, mais elle vaut la même chose d'après la conservation du débit. Donc l'union de ces deux masses va former le système fermé. Donc le système fermé à l'instant t, c'est sigma plus la masse entrante, et le système fermé à l'instant t plus dt, et là on voit bien la conservation de la masse du système, eh bien c'est sigma plus la masse sortante. Alors, on peut mettre un indice bien sûr, mais ces deux masses sont égales, elles sont égales à dm. Donc première étape, définir le système, expliquer ce qu'on fait. Deuxième étape, énoncer correctement le premier principe de la thermodynamique, donc appliqué à sigma étoile entre t et t plus dt. Donc on va calculer, on va d'abord l'énoncer, la variation de l'énergie totale de ce système. Alors je vais mettre une étoile pour bien montrer qu'il s'agit de l'énergie du système fermé. J'insiste lourdement, on ne peut pas appliquer le premier principe à un système ouvert. Donc la petite variation d'énergie, c'est l'énergie à t plus dt moins l'énergie à t. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie? Eh bien, il y a l'énergie interne du système fermé, l'énergie cinétique macroscopique de déplacement de ce fluide, et il y a également, on peut mettre l'énergie potentielle associée aux forces conservatives extérieures au système. Et donc le premier principe nous dit que ça, c'est le travail élémentaire reçu algébriquement par le système, plus le transfert thermique élémentaire, puisqu'on travaille sur une version élémentaire de ce premier principe, le transfert thermique élémentaire reçu algébriquement par le système, donc toujours les mêmes conventions. Si c'est reçu, effectivement, c'est positif, et si c'est cédé, c'est négatif. Alors, qu'y a-t-il précisément dans ce travail élémentaire? Là, il faut bien penser à ce qu'on fait. Dans ce travail élémentaire, on a déjà, en fait, compté ici, dans l'expression de l'énergie totale, l'énergie potentielle associée aux forces conservatives extérieures. Bon, dans la pratique, pour toi, pratiquement, ce sera le poids. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il ne faut pas recompter dans ce travail le travail des forces conservatives extérieures, puisqu'en fait, ce terme-là provient du travail de ces forces qu'on a fait passer de l'autre côté du signe égal, puisque le travail, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc, ce travail concerne les forces non conservatives, et bien sûr, dans le premier principe, il n'y a que les forces extérieures au système qui rentrent en compte, puisque les forces intérieures ne font pas varier, même si elles travaillent, l'énergie totale du système. Donc, il faut bien tenir compte des forces extérieures au système et des forces non conservatives. Alors, bien évidemment, dans ces forces, le cas typique, ce sont les forces de pression. Il y a des forces de pression à l'entrée du système et à la sortie du système. Donc, puisqu'on pourrait définir une pression d'entrée, PE, une pression de sortie, PS, et ces forces de pression sont toujours dirigées vers l'intérieur du système. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une force de pression FE qui vaut PE fois SE, la section d'entrée.
je vais mettre un vecteur unitaire x orienté comme ça de la gauche vers la droite. Donc PE-SEUX. Et ici, attention, bien que le fluide s'écoule de la gauche vers la droite, la force de pression à la sortie, elle est bien orientée toujours vers l'intérieur du système. Donc c'est moins PS SS vecteur UX. Hein, donc les forces de pression toujours dirigées vers l'intérieur du système, quel que soit le sens d'écoulement du fluide. Donc ça, c'est aussi un point important. Alors, donc il va falloir maintenant s'occuper de chacun de ces termes. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer, par exemple, pour l'énergie interne, la variation d'énergie interne de ce système, d'énergie cinétique, d'énergie potentielle extérieure. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Bien sûr, D de U étoile, c'est l'énergie interne à l'instant t plus dt moins l'énergie interne à l'instant t. Donc ici, on a une énergie interne du système fermé à l'instant t plus dt. Et là, on a une énergie interne du système à l'instant t. Alors, ce qu'il faut faire, c'est séparer l'énergie interne, puisque c'est une grandeur extensive, donc c'est une grandeur additive. On va séparer l'énergie interne du système fermé en l'énergie interne du système ouvert. Donc j'enlève l'étoile, plus l'énergie interne de la petite masse ici. Donc on va l'écrire DME UE, petit UE, donc on utilise des lettres minuscules pour les grandeurs massiques, comme traditionnellement, et on multiplie par la masse de la masse entrante. Et donc là, on a la somme de l'énergie interne du système ouvert plus la masse entrante, et ça forme l'énergie interne totale à l'instant T. Alors pardon, oui, là on était à l'instant T. Et on va faire la même chose à l'instant T plus dt. Donc à l'instant t plus dt, on aura u de t plus dt, donc plus dm sortante fois u sortant, massique, donc par le même raisonnement. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien on peut le faire aussi, je ne vais pas forcément l'écrire, pour l'énergie cinétique et pour l'énergie potentielle. Eh bien c'est parce que on veut utiliser la stationnarité. Donc l'hypothèse de stationnarité implique la conservation du débit à l'entrée, à la sortie, mais ça implique également le fait que les particules de fluide qui sont contenues dans le volume de contrôle à l'instant t plus dt sont exactement dans le même état énergétique que celles qui les ont précédées à l'instant t. Encore une fois, ce ne sont pas les mêmes, mais elles sont dans le même état. Sinon, on accumulerait de l'énergie, on ne serait pas en régime permanent à l'intérieur donc de cette surface de contrôle. Et c'est vrai aussi pour l'énergie cinétique, pour l'énergie potentielle. Ce qui fait que quand on fait cette différence, cette différentielle, eh bien, il ne va rester que ce qui est relatif à la petite masse sortante et ce qui est relatif à la petite masse entrante. Et donc, on va pouvoir réécrire D de E étoile est égal à donc dm que l'on met en facteur, U massique à la sortie moins U entrant à l'entrée. Et donc, on peut faire la même chose pour l'énergie cinétique et pour l'énergie potentielle. Alors, que vaut l'énergie cinétique massique, puisque je vais tenir compte uniquement de celle-ci à la sortie et de celle-ci à l'entrée, on va appeler CS, alors c'est souvent la notation utilisée, la vitesse des particules à la sortie, en supposant que c'est uniforme sur cette section, donc on a noté SS, S sortie. Donc on le note petit c, parce que si on le notait petit v, c'est un peu ambigu à cause des volumes massiques. Un volume massique, on le note avec un v minuscule en thermodynamique, comme toutes les grandeurs massiques associées à des grandeurs extensives, donc on les a rendues intensives. Donc on va le noter, CS c'est la célérité, la vitesse de sortie, et donc l'énergie cinétique massique, l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré, si on divise par la masse, l'énergie massique c'est 1/2 de cs carré, 1/2 de la vitesse au carré, et donc on soustrait cette valeur-là à l'entrée et à la sortie. Et puis pour l'énergie potentielle extérieure, c'est la même chose. Alors on va faire comme si, comme c'est très souvent le cas, il n'y avait que l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur massique, l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz, massique c'est gz. Donc gz à la sortie moins z à l'entrée. Voilà pourquoi sur notre petit schéma, on a fait exprès de ne pas mettre une section d'entrée exactement à la même altitude éventuellement que la section de sortie. Donc ça c'est l'expression du membre de gauche, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne
et cinétique et potentielle de l'énergie totale associée au fluide. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à la stationnarité, en fait on regarde uniquement la variation de l'énergie de la petite masse dans l'état de sortie, moins la petite masse dans l'état d'entrée, puisque en fait tout ce qui est dans le volume de contrôle est dans le même état énergétique à l'instant T plus dt. Alors maintenant on va regarder un autre point délicat qui est le travail des forces non conservatives extérieures. Alors tout à l'heure j'ai parlé des forces de pression, mais ces forces de pression ne sont pas forcément les seules forces non conservatives qui vont rentrer dans ce bilan. En effet, j'ai expliqué que dans ce type de bilan, on peut l'utiliser pour des compresseurs, pour des turbines, pour des tuyères, pour des détendeurs, etc. Et dans tous ces éléments, il y a certains éléments qui comportent ce qu'on appelle des pièces mobiles. Par exemple, une turbine, donc le fluide entre dans la turbine et il va se détendre dans la turbine et il va entraîner par une hélice un arbre moteur, et ça va être converti en énergie électrique par un alternateur. Et donc, le fluide va transférer du travail à cet arbre moteur grâce à l'hélice. Et donc, il y a ce qu'on appelle une pièce mobile à l'intérieur du dispositif. On la représente parfois comme ça. Et il faut pouvoir tenir compte dans le bilan énergétique, puisque c'est une force extérieure au fluide, un travail extérieur au fluide qui va s'échanger. Il faut pouvoir tenir compte de ce travail. Alors, pour représenter ça, voilà ce qu'on fait souvent. Eh bien, on va noter petit WU, ce qu'on appelle parfois le travail utile. Donc, c'est celui qui est associé aux pièces mobiles. Donc, dans la pratique, ça existe pour les compresseurs et pour les turbines. Dans les tuyères, les détendeurs, les évaporateurs, condenseurs, etc., il n'y a pas de pièces mobiles. Donc, turbine et compresseur, on aura ce travail. Et reçu algébriquement par le fluide. C'est un travail massique, donc je le note avec un petit U. Alors on l'appelle parfois travail utile, on l'appelle aussi parfois travail indiqué. Et il est algébrique, c'est-à-dire que si l'extérieur fournit du travail comme un compresseur, donc il va comprimer le fluide, là WU sera positif. Si au contraire c'est le fluide qui fournit ce travail, WU sera négatif, puisqu'il sera fourni à l'extérieur. Alors, donc dans ce travail des forces conservatives extérieures, puisque pendant d'été on a une masse dm qui traverse la machine, eh bien on va échanger algébriquement, on va recevoir algébriquement le travail WU fois dm. Et puis, on peut éventuellement échanger également du transfert thermique avec l'extérieur, recevoir un transfert thermique algébrique dans tout ce qui est échangeur de chaleur, évaporateur, condenseur. Il y a un échange de transfert thermique. Et ce transfert thermique, on le décrit par un transfert thermique massique, algébrique lui aussi, petit q. Donc si q est positif, le fluide a reçu de l'énergie. C'est ce qui se passera dans un évaporateur, parce que pour que le fluide s'évapore, au moins partiellement, il faut qu'il reçoive de l'énergie. Au contraire, quand on va se condenser, quand le fluide va se condenser, se transformer partiellement ou totalement en liquide, là il va libérer de l'énergie, donc là Q sera négatif. Et puis c'est pas tout. Il reste un point important que j'ai gardé à part, c'est le travail des forces de pression. Alors tu as remarqué que je note avec des petits deltas les transferts thermiques, travaux élémentaires, puisque ce ne sont pas des fonctions d'état, donc ils n'ont pas le droit à la notation différentielle, contrairement aux autres grandeurs qui sont elles des fonctions de l'état du fluide à l'entrée, à la sortie du fluide et dans la machine. Alors le travail des forces de pression, voilà le point délicat également. Très souvent les étudiants utilisent la formule moins PDV, voilà, ils ont appris cette formule en première année et puis ils l'utilisent comme ça, sans discernement. Ici, voilà, ça n'a pas lieu d'être d'utiliser comme ça cette formule, on se demande ce que ça voudrait dire. On va revenir à la définition des forces de pression. Donc la force de pression, c'est la pression fois la section, et on va regarder le déplacement de cette force de pression, le travail fourni en amont et en aval par cette force de pression à la sortie, à l'entrée, pour pouvoir calculer ce travail des forces de pression de façon rigoureuse. Donc ce travail des forces de pression, c'est la somme des travaux en amont et en aval, à l'entrée et à la sortie. Donc un travail, c'est le produit scalaire d'une force par un déplacement.
Donc on voit bien que le déplacement du fluide ici, le fluide va rentrer, c'est dans le même sens que la force, donc le produit scalaire est positif. Et on voit bien que pendant l'intervalle de temps dt, le fluide a parcouru la distance CE fois dt. CE, c'est la célérité à l'entrée. Donc, le travail de la force, c'est FE scalaire CE dt. Et par contre, à la sortie, c'est un travail résistant. Voilà d'où viennent de façon rigoureuse les différents signes. Cette force s'oppose au fait que le fluide sorte du système. Alors, comme je dis très souvent, c'est un petit peu comme à la cantine du lycée où je travaille. Donc, quand on est dans la queue à la cantine, ceux qui sont derrière nous, ils nous poussent. Hein, ce sont ceux qui sont à l'entrée. Et par contre, ceux qui sont devant nous, eh bien, ils nous retiennent, hein, ils nous empêchent d'avancer. Donc, le travail ici, c'est un travail résistant. Il est négatif. Alors, il suffit maintenant de faire intervenir donc, les pressions. Donc, on aura PE, SE, CE dt moins PS, SS, CS dt. Donc voilà ce travail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper différemment les différents termes. Regardez, donc SE, CE dt, SS, CS dt, ça c'est quoi? C'est le petit volume du cylindre ici, à l'entrée et à la sortie, puisque c'est un cylindre de section SE ou SS et de longueur CS dt, puisque pendant l'intervalle de temps dt, la quantité de fluide qui sort correspond à un fluide qui s'écoule à la vitesse CS, donc ça fait CS dt. Et donc ce volume, c'est le petit volume à l'entrée et à la sortie, occupé par la masse dm entrante et dm sortante. Donc ça va faire PE. Donc je vais introduire le volume massique, petit VE, d'où le fait qu'on n'utilise pas la lettre V pour désigner la vitesse, parce que vous voyez, on a besoin du volume massique. Et ME, moins PS, VS, DMS. Bon, alors, la masse est la même. Et donc, il suffit de remplacer ce travail des forces de pression, ce travail élémentaire. Il faut toujours vérifier que quand on a quelque chose d'élémentaire à gauche, on a aussi quelque chose d'élémentaire à droite. Et donc, on le réinjecte dans le premier principe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer la pression, les travaux des forces de pression de l'autre côté du signe égal pour faire apparaître l'enthalpie qui doit apparaître naturellement dans ce calcul. Hein, quand on écrit le premier principe au départ, on ne l'écrit pas avec l'enthalpie, mais on l'écrit bien avec l'énergie interne. L'enthalpie va apparaître naturellement dans ce calcul. Donc en faisant passer ce terme-là de l'autre côté en mettant dm en facteur, on aura plus PSVS, moins PEVE. Et donc on voit que tout s'arrange très très bien. On a les bons signes pour faire apparaître l'enthalpie. Et donc en simplifiant par dm, la masse dm des deux côtés, donc on obtient US plus PS VS plus 1/2 de CS carré plus GZS. Donc ça c'est la somme de l'enthalpie massique, de l'énergie cinétique massique, de l'énergie potentielle massique dans l'état de sortie, moins la même chose à l'entrée, est égal à petit WU massique plus Q. C'est donc l'énoncé du premier principe industriel. Donc on peut l'écrire delta, la variation de petit h, l'enthalpie massique plus 1/2 de CS carré, l'énergie cinétique massique, plus l'énergie potentielle massique, égale à W plus Q. Donc le travail utile, donc, qui est lié aux pièces mobiles, qui est algébrique, et petit q, le transfert thermique massique, qui lui aussi est algébrique, qui est donc associé au transfert thermique entre le fluide et l'extérieur. Donc voilà l'énoncé de ce premier principe industriel, très très utile. On va l'utiliser donc dans la prochaine vidéo, parce que j'ai dit qu'on va l'appliquer à tout un tas de cas particuliers. Mais avant de conclure, il existe une autre variante de cette formule tout aussi utile, c'est celle qui fait intervenir la notion de puissance utile et de flux, de puissance thermique utile. Donc on peut le formuler à l'aide de la notion de puissance. Alors voilà l'énoncé sous forme de puissance en multipliant cette formule-là par le débit massique. Eh bien, on va faire un bilan de puissance. On peut le voir même par analyse dimensionnelle. Donc, plus Gz est égal. Alors, quand on multiplie le travail massique algébriquement reçu par le fluide de la part des pièces mobiles
eh bien en fait on obtient la puissance mécanique utile et la puissance thermique algébrique. Alors attention, ces puissances sont algébriques puisqu'elles proviennent d'un raisonnement sur le premier principe, donc tout est algébrique. Alors comment on peut le voir? Eh bien l'unité évidemment de WU, ce sont des kilogrammes, des joules par kilogramme, parce que c'est une énergie massique. Donc si je multiplie ça par un débit qui lui est en kilogrammes par seconde, bien évidemment, on obtient bien des joules par seconde, donc ça fait bien une puissance, c'est en watts. Et donc voilà le bilan de puissance. Donc très souvent on te fait raisonner sur les puissances plutôt que de te faire raisonner sur les grandeurs massiques, mais les deux sont utiles. Voilà, j'espère que d'avoir décortiqué cette démonstration t'a été utile. En tout cas, à un moment donné ou à un autre, il faut vraiment regarder ça de près. Alors, quelles sont les principales difficultés? Les points sur lesquels il faut bien insister, c'est la définition du système fermé. Le fait que même si on appelle ça premier principe appliqué des fois à un système ouvert, en réalité, le premier principe, on l'applique à un système fermé. Et donc, il faut fermer le système, voir comment. On utilise la stationnarité, à la fois pour la conservation de la masse et puis pour la conservation de toutes les grandeurs extensives énergétiques qui sont contenues dans le volume de contrôle, donc bien s'imprégner du vocabulaire. Le système ouvert associé au système fermé, c'est pas à lui, au système ouvert, qu'on applique le premier principe. Et puis bien voir aussi cette notion de travail utile, de travail indiqué, échangé avec les pièces mobiles, c'est une grandeur algébrique. Voir aussi le point délicat du calcul des forces de pression. Pourquoi est-ce qu'il y a les forces de pression en amont, le travail est compté positivement, là le travail est compté négativement à la sortie. Donc bien comprendre les signes pour faire apparaître naturellement l'enthalpie sans trifouiller les signes ni utiliser l'enthalpie dès le début de l'énoncé du théorème, ce qui évidemment serait faux parce que le premier principe s'applique avec l'énergie interne au départ. Voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour appliquer cette formule-là dans tous les cas particuliers que j'ai indiqués. À bientôt.